Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans l'arène. On est disponible sur Insta, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, voilà, toutes les plateformes possibles et imaginables. Et ce nouvel épisode me tenait à cœur. Voilà, je voulais faire ça avec un ami à moi de longue date, Nathan Lusso. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien. Effectivement, ça fait un certain temps qu'on en parle de cet épisode, quasiment même au début du projet que t'as pu lancer, Ouais, que ça pouvait être intéressant de parler des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. ouais, je crois que c'est vrai qu'assez vite, je sais pas si quelqu'un me l'avait soufflé en mode, mais ce serait trop bien de faire un épisode avec Nathan. Et je me suis dit, bah, ça ouais. Moi, Et oui, le sujet dont je voulais parler avec toi, donc on va dire que c'est un sujet qui nous concerne tous les deux parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Je voulais parler de mobilité internationale, et on va revenir précisément sur ce que c'est dans le détail pour ceux qui connaissent pas forcément la mobilité internationale, parce que bah, voilà, nous c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en Erasmus il y a maintenant 8 ans. Putain, ça passe vite. Et voilà, donc je voulais parler de ça, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler un peu de toi. T'es né à Saint-Cloud, ouais. c'est là où t'as vécu la grande majorité de ta vie. Ouais, c'est ça. J'ai fait toute ma scolarité avant le bac là-bas et j'y ai vécu pendant mes études supérieures quand j'étais sur Paris, vu que pas nécessaire d'avoir un appart supplémentaire alors que tu peux vivre chez tes parents déjà. Donc, Ouais, pour aller un peu plus voilà sur ce que tu as fait dans ton parcours. T'as eu un bac ES, ouais, et après ça, tu vas faire une licence d'histoire à Paris 4. ouais, feu Paris 4, exactement. Ouais. Et pourquoi la licence d'histoire Et bah ça va te paraître un peu drôle, mais de base, moi, le premier projet professionnel que je voulais faire, c'était du journalisme en fait. Ok. Donc, j'avais fait quelques stages dans des rédactions, notamment à France Inter, quand j'étais tu sais, en stage de découverte 2 secondes. Ouais, pendant une semaine. C'est ça. Et donc c'était par la copine de mon père, etc. Et lui m'avait conseillé l'histoire en tant que formation très généraliste. Peut-être c'est aussi toi ce qu'on t'a un peu conseillé pour ça, je sais pas. Mais il m'avait dit que c'était très généraliste niveau culture générale, et deux, que ça t'amenait une sorte de rigueur scientifique et d'une sorte d'organisation que tu pouvais retrouver après dans le journalisme. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça de base. Ouais, c'est vrai que moi c'était un peu les mêmes raisons. En fait, moi je m'étais dit de moi-même parce que bah du coup j'ai aussi fait une licence d'histoire. Je m'étais dit tiens, quel est le meilleur moyen d'avoir une culture G suffisante au moment où je veux passer les concours des écoles de journalisme. Et en fait la licence d'histoire, on va dire, c'est un peu imposé comme une évidence quoi. Ouais, c'est une des grosses manières d'y accéder en tout cas. Ouais. Et au cours de cette licence, il y a, on va dire qu'il y a un moment un peu fondateur de ton parcours de vie et de ton engagement aussi. C'est ton départ en Erasmus, Exactement. en Angleterre, à Southampton. Que tu connais un peu, je crois. Ouais, parce qu'on y était ensemble. 2017-2018, donc Exactement. ça remonte un peu. Euh, Pourquoi d'abord t'as voulu en fait faire un Erasmus? Alors, je pense que la notion de mobilité internationale, elle m'est venue quand j'étais plus petit. En fait, j'ai eu la chance d'être dans une école qui faisait pas mal d'échanges et de voyages scolaires. Et notamment, on est allé, je pense, 2 ou 3 fois en Angleterre, une fois en Cornouailles, une fois près de Douvres, etc. Ouais, Et culture anglaise était aussi une culture qui m'attirait culturellement, sportivement, musicalement. Il y avait plein de choses en fait qui me plaisaient bien. L'idée de pouvoir aussi m'immerger dans un environnement où tu parles anglais tous les jours. Alors j'étais pas mauvais en anglais, j'étais en section européenne quand même, donc ça va, je me débrouillais. Mais tu sais, t'as toujours le côté, tant que t'as pas vraiment parlé avec des locaux, c'est compliqué. c'est pas pareil. Ouais. Et t'as peur en fait qu'ils te jugent aussi sur la manière dont tu parles. Et c'est pour ça que je voulais faire une mobilité pour
pour déjà avoir une certaine expérience linguistique. Après, on pourra en parler, mais il y a plein de différences et d'apports que j'ai eu sur cette mobilité, niveau académique, manière dont la relation prof-étudiant se fait par rapport à la France, qui est Rien à voir. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué le jour où t'as le prof, en fait, et tu l'appelles Marc. Oui. Je me rends compte que le mec, c'est une énorme pointure sur l'Angleterre des Tudors, etc. Et il te parle comme si t'étais son pote, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai une anecdote, je me souviens très bien. On avait un cours. Alors déjà, le cours était assez intéressant parce que c'était un cours non pas chronologique sur une période, mais thématique. Okay. Sur l'histoire de la conquête. Donc la conquête, c'est genre comment un peuple conquiert un autre peuple dans l'histoire. Et on avait étudié trois différents exemples. Et je sais plus dans quel exemple, à un moment donné, il y a un élève qui fait une remarque au prof. Et le prof, il s'arrête pendant 5-6 secondes. Et là, il fait mais c'est une super idée, en fait. Et le mec, il commence à noter ce que l'élève dit, tu vois. En France, les gens, ils auraient trop d'ego. Pour dire que l'élève a eu une bonne idée, voilà. Qui peut me servir. C'est ça. Enfin, c'est vraiment une autre manière d'apprendre. Où il y a des défauts, il y a des avantages, mais cet avantage, il est vraiment cool, quoi. Cette proximité entre les profs. T'as même, avant ma mobilité, tu sais, on t'envoyait des mails pour te préparer un petit peu. Ouais. Moi, genre, j'avais l'impression, genre, tu vois, à la fin des mails, on a trop hâte de te rencontrer. Comment ça? On s'est jamais vu, enfin, mais trop cool, tu vois. Il y a ce côté moins complexé. Ce qui est bizarre, parce que d'ailleurs, dans d'autres parties de la vie, ils sont un peu plus réservés. Ouais. Mais professionnellement, c'est très ouvert, je trouve. Je pense que je me suis toujours fait la réflexion que le fait qu'il n'y ait pas de notion de vouvoiement en anglais, ça casse déjà une barrière énorme. C'est peut-être le cas entre les gens. Parce qu'en France, effectivement, t'as ce côté vous. C'est ça qui déjà te bloque un peu. Ouais. Et cet Erasmus, t'en fais quel bilan? Comment tu l'as vécu? Parce que je sais que toi t'es resté qu'un semestre. Ouais. Alors que le reste de notre groupe, on était resté une année entière. Parce que bon, déjà, juste au moment où je suis parti, oui, t'as ce côté. J'aurais bien aimé rester plus quand même. Surtout quand t'as pris tous les contacts des gens que t'as rencontrés pendant ton Erasmus et tu les vois encore s'amuser, faire la fête et tout, machin. Toi, t'es de retour en France. En plus, moi, je suis revenu, c'était en février. Bon, c'est mon anniversaire en février, c'est cool, mais c'est pas super beau non plus. Ouais. C'est gris. Bon, t'as ce côté un peu de dépression post-Erasmus, bon, qui est un terme, je sais pas s'il est très scientifique, mais en tout cas... Je pense pas, mais on l'a tous utilisé au moins une fois. Ouais. Et il se vérifie, je trouve, en tout cas, parmi pas mal de gens. Donc à ce moment-là, ouais, j'étais en mode, bon... Après, tu réfléchis 2 minutes et tu te dis, putain, mais j'ai fait plein de trucs super cool, niveau langue, j'ai appris plein de gens, j'ai rencontré plein de gens, c'est quand même une expérience humaine aussi, avant tout, Erasmus, qui est trop cool. Et le bilan à ce moment-là, c'est que ça m'a ouvert aussi au bénévolat et à l'engagement dans une asso, en fait. C'est ça. C'était le sujet sur lequel j'allais arriver, c'est que en fait tu finis ton Erasmus et en fait tu te dis en fait j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Ouais. Et tu rejoins ESN Paris, donc qui est Erasmus Student Network, qui est une association en fait qui fait de l'accueil des étudiants internationaux et qui sensibilise à la mobilité internationale. On en touchera 2 mots. Donc en fait tu commences un peu en fait ton engagement associatif à ce moment-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours et comment les raisons pour lesquelles tu t'es engagé ont changé au fil du temps? Oui, il y a beaucoup de questions à la fois, effectivement. Déjà, je pense que mon engagement, en fait, il a même commencé avant, en fait, que je sois rentré. On était tous les deux pas mal engagés, entre guillemets. Hein. On allait à des événements d'une asso en Angleterre qui s'appelait la French Society. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me souviens très bien. Et nous, c'était, on le voyait aussi comme un truc cool. On se faisait des potes et tout, mais en même temps, d'une certaine manière, on s'engageait en offrant des espaces de discussion à des Anglais en français aussi. Et c'est pas faux. Et pour moi, c'était aussi une première forme d'engagement. Et quand je me suis dit, ok, j'ai déjà fait ça, en fait. Et on a connu aussi, parce que ESN, c'est un réseau, hein, le network, le N du network, ESN, pardon, c'est network. Donc, c'est un réseau, aujourd'hui, 45 pays en Europe.
on a été bénéficiaire de cet asso aussi quand on était en Erasmus et moi-même. Et au-delà, moi, de continuer à vivre l'expérience internationale, j'avais un côté, je veux rendre ce qu'on m'a donné, en fait. Ils m'ont permis de rencontrer plein de gens. Ils m'ont permis, je crois que la soirée où on s'est rencontrés, c'est une soirée ESN, si je me trompe pas. C'est possible. Donc, C'est très possible. voilà, ils m'ont déjà donné un pote. C'est cool, tu vois. J'ai pu aussi découvrir l'Angleterre. J'ai même participé à leur événement national à ESN UK qui s'appelle le Edinburgh Trip. Donc, qui est en fait un voyage en bus où ils récupèrent, en remontant l'Angleterre, un peu plein de gens de plein d'associations, enfin, des étudiants internationaux qui partent avec plein d'associations de ESN au UK. Incroyable. Et ils se rassemblent tous à Édimbourg pour visiter, pour faire la fête et pour rencontrer des gens, tu vois. Donc j'ai même aussi participé à ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, il faut effectivement combler ce mini symptôme dépressif. Et en même temps, j'ai envie de continuer à m'engager, tu vois. Donc, let's go, quoi. Ouais. Et ton parcours à ESN, il aura duré assez longtemps et il est toujours pas terminé aujourd'hui. Il est pas terminé. Donc tu commences à ESN Paris, t'es simple bénévole au début dans le pôle culture voyage. Ouais, c'est ça. Et puis après, en fait, au fur et à mesure, tu montes dans le bureau Ouais, comme responsable local, c'est ça, représentant local. c'est la même chose, mais globalement, c'est celui qui fait le lien entre les autres associations du réseau et sa propre association. Donc vraiment, toujours dans ce côté, par exemple, il y a une association française qui vient amener ses étudiants internationaux à Paris. Et ben moi, je suis le point de contact en fait de cette association, quoi. Ouais. Et donc après ça, évidemment parce que tu vises haut, t'arrives à ESN France, donc voilà qui est vraiment en fait, on va dire l'antenne nationale en fait de ESN. D'abord tu es représentant national, donc à peu près le même poste que tu avais à ESN Paris, mais à l'échelle internationale. Et tu finis par être président de ESN France. À ce moment-là, parce qu'il y avait les raisons pour lesquelles tu t'engages au départ, qui sont, ben voilà, j'ai envie de redonner ce qu'on m'a donné, etc. Est-ce que ces raisons ont un petit peu évolué au fil du temps quand tu arrives en fait président de ESN France? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu t'engages en fait? Alors, déjà, je reste aussi parce que je rencontre des potes. Ça, il faut le dire. L'associatif, de manière générale, et l'engagement, moi, c'est un truc qui me permet d'être heureux dans la vie, en fait, parce que je vois des gens qui partagent aussi les mêmes valeurs que moi et avec qui on se bat, entre guillemets, évidemment, pour des causes qui nous tiennent à cœur. Ici, la cause des étudiants internationaux et le fait de pouvoir les accueillir au mieux dans notre pays et promouvoir nos expériences à nous pour encourager les jeunes à partir hors de France en mobilité. Donc déjà il y a ça. Ensuite, l'associatif, j'ai très vite compris que ça m'apportait beaucoup de compétences que j'étais pas en train d'acquérir par mon expérience universitaire. Des expériences de gestion d'événements, des expériences d'adaptabilité, des choses comme animer des réunions et même savoir représenter quelque chose, tu vois. Quand t'es dans un travail, parfois t'as des événements extérieurs et en fait c'est pas ta propre opinion que tu représentes, c'est l'opinion d'une organisation. Et ça, c'est des choses qui sont pas faciles en fait parfois parce que t'es toujours tenté de dire ce que tu penses en fait sans penser aux répercussions que ça peut avoir sur ton organisation. Et je pense que voilà, toute mon expérience, elle m'a appris ça. Et après, il y avait aussi, on sortait d'une année à ESN France où je dirais pas que c'était une mauvaise année, mais il y avait des choses qui me titillaient, égratignaient, démangeaient, si tu veux. Et je me disais, bah pourquoi pas être président pour aussi pouvoir mener le changement avec plein d'autres gens et avec un bureau qui m'a grave aidé pendant mon année et une équipe permanente parce qu'on a des salariés aussi à ESN France, il faut le dire. Donc voilà, on a c'est pour ça que je me suis engagé et il y a eu des hauts, des bas, mais aucun regret là-dessus, quoi. Et concrètement, tu vois, sur les choses que ça t'a apporté, qui sortent, on va dire, du cadre associatif. Aujourd'hui, tu bosses pour une asso qui s'appelle Cotravaux, Ouais. comme chargé de volontariat et de vie du réseau.
de ce que tu m'avais dit concrètement, c'est que en fait, t'aurais probablement pas eu ce poste-là si il n'y avait pas eu toute cette expérience associative que tu as eu avant. Probablement, ouais. Probablement. Mon responsable, enfin le DG du coup de l'association, il m'a très clairement dit que il m'avait recruté aussi sur la base des compétences que j'avais pu acquérir pendant mon expérience associative. Enfin, en tout cas, de la manière dont je les ai euh, mises en valeur. Et aussi parce que bon, qu'aux travaux, on a aussi cette question liée à l'international et à la mobilité internationale. Donc, je retrouvais un petit peu des tâches et des thématiques que sur lesquelles j'avais pu travailler quand j'étais à ESN. Et là, j'allais pouvoir le faire pour un taf. Donc, c'était aussi bénéf, quoi. J'ai envie de parler de la mobilité internationale au sens large, Ouais. parce que voilà, on connaît le programme Erasmus+, qui est de très très loin le programme de mobilité le plus connu. Mais en fait, la mobilité, c'est quelque chose de très très large. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots là-dessus? Ouais. Ouais. Donc, la mobilité, bon, déjà, on parle de mobilité internationale, hein, parce que, effectivement, la mobilité, c'est aussi les transports en commun. On va pas parler On parle pas de la RATP. de l'extension du 15 aujourd'hui, bien qu'on soit à côté de la région Île-de-France, donc on pourrait. Mais mobilité internationale, ouais. Alors déjà, ça se fait pas que via l'échange en fait international, la mobilité internationale. Tu peux aussi, enfin, si je décide par moi-même d'aller étudier à l'étranger dans une autre université, bah, c'est aussi de la mobilité internationale. C'est juste que c'est pas via un programme d'échange qui peut potentiellement financer ce que tu vas faire là-bas, mais c'est aussi de la mobilité internationale. Dans le jargon un peu de mobilité internationale, on appelle ça les free movers, si tu veux. Ok. Donc c'est les gens vraiment, par exemple, c'est un Espagnol qui va étudier à l'université de Saint-Denis comme ça, tu vois, sans programme de mobilité internationale. Mais après, la mobilité internationale, effectivement, elle a été aussi mise en valeur par un certain nombre de programmes. Alors le programme Erasmus, déjà, Erasmus, c'est le programme, mais c'est pas une mobilité, parce que au sein même d'Erasmus+, il y a différentes possibilités de mobilité. La plus connue, c'est ce qu'on appelle Erasmus Études. Donc c'est généralement, t'es en 3e année, à partir de la 3e année de licence, t'as certains cursus, je crois notamment des cursus liés aux langues qui permettent de partir en 2e année. C'est plus rare. Moi, je sais que la licence d'espagnol à Paris 4, quand j'y étais, elle pouvait permettre de partir en 2e année. Ok. Mais oui, généralement, c'est à partir de la 3e année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc que tu peux faire 1 an par cycle universitaire. Donc, cycle universitaire, c'est licence, master, doctorat. Donc, tu peux très bien partir 1 an en licence, en tout, hein. C'est pas juste une fois, hein, c'est 1 an. C'est-à-dire que tu peux partir, je sais pas. 6 mois en 2e année, 6 mois en 3e année, par exemple. Exactement. Et puis après, ça recommence en master. Tu peux faire 6 mois en M1, 6 mois en M2. Et pareil, en doctorat, si tu as besoin aussi de bouger par rapport à la thèse que tu dois faire, que tu dois écrire. Donc ça, c'est la mobilité la plus connue. Après, tu peux partir en stage conventionné dans des organisations qui nécessitent une validation d'un stage dans ton cursus. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai fait une 2e mobilité. On l'a pas dit, mais j'ai prolongé l'aventure. J'ai fait un stage en Allemagne. C'est vrai. Bon, c'était fin d'année 2020, donc contexte. Pas le meilleur moment pour partir. C'est ça. C'était un peu limité les interactions et mon allemand n'a pas pris du coup, mais voilà. Donc tu peux partir en stage. T'as aussi plein de projets de solidarité. Corps européen de solidarité, par exemple, c'est du volontariat que tu vas faire à l'étranger avec un but d'impact solidaire sur une communauté à l'étranger. On connaît tout au service civique en France. Le service civique, il y a aussi la possibilité de le faire à l'étranger. C'est pas que sur le territoire français. On parlait de co-travaux. Co-travaux, on a un gros truc, c'est les chantiers de bénévoles internationaux. Ouais. Donc les chantiers de bénévoles internationaux, si tu veux, c'est des projets qui font à peu près 1 à 3 semaines, en gros. Et le but, c'est tu pars à un endroit et t'agis sur le territoire où tu vas, et très souvent de manière manuelle.
C'est-à-dire que le chantier international le plus connu, entre guillemets, c'est je vais restaurer un monument historique, en fait. Et en fait, tout ce truc-là, c'est juste un prétexte pour rencontrer des gens et rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés si tu n'avais pas fait cette expérience. Donc des gens de différents âges, différentes nationalités, différentes cultures. Parce que, juste rapidement, l'histoire des chantiers, c'est avant... le premier chantier, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Donc le but était de reconstruire à la fois le territoire qui a été détruit par la guerre, mais reconstruire les liens entre les peuples et reconstruire la paix, en fait. Et les chantiers bénévoles, ils s'inscrivent dans cette logique-là. Alors, il y a eu une première tentative qui n'a pas marché vu qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale, mais ça s'est relancé après la Seconde Guerre mondiale et même structuré dans des réseaux comme le réseau Co-Travaux dans lequel je fais partie. Donc voilà, en fait, il y a énormément de possibilités. J'en cite pas tous, mais tu as aussi des opportunités un peu plus qualifiantes, comme le VIA et le VIE. Donc VIA, c'est Volontariat International en Administration. VIE, c'est pareil, mais entreprise. Donc c'est dans le privé. Là, c'est des choses où c'est moins sur le côté motivation que tu vas pouvoir être pris, c'est plus sur le côté compétence quand même. Oui, parce que ils cherchent souvent des gens qui ont déjà de l'expérience professionnelle dans le domaine. Ouais, pas mal. Mais voilà, c'est quand même des possibilités. Il y a des possibilités pour partir en alternance. Il y a des possibilités pour partir en séjour au pair. Un truc qui est assez drôle, moi, que j'ai pas fait, mais que j'aurais bien aimé faire, c'est le woofing. Oui. Le woofing, en gros, c'est... Alors, j'ai plus l'acronyme exact, mais en fait, tu pars pour une période donnée pour travailler en tant que... Enfin, dans une ferme organique, en fait. C'est ça. Tu vis avec d'autres gens aussi qui font la même chose que toi et ça te permet d'expérimenter un peu, notamment pour des gens qui ont toujours vécu en ville et qui connaissent pas un peu le système de production alimentaire. C'est intéressant aussi. Ouais, et en plus, en échange, du coup, t'es nourri, logé, ce Exactement. qui baisse radicalement le coût d'un voyage comme ça. C'est ça. Un sujet hyper important que je voulais aborder avec toi, c'est sûr justement cette connaissance qu'ont les jeunes de tous ces programmes de mobilité, notamment dans les quartiers populaires. Ouais. Moi, on va dire que j'ai eu de la chance. J'étais en lycée privé, donc j'avais accès à certaines choses, mais mes parents n'avaient pas forcément les moyens. Mais on va dire que j'ai eu la chance de pouvoir chercher, de savoir où chercher. Et moi, en fait, en partant en Erasmus, j'avais 4 bourses. J'avais la bourse du Crous, j'avais l'aide à la mobilité internationale, j'avais la bourse régionale de la région Normandie, et aussi la bourse Erasmus, du coup, qui est donnée à tous les étudiants qui partent en échange. Et sans ça, en fait, j'aurais jamais pu partir. Ouais. Ça, c'est clair et net. De ta perspective et de ce que tu connais, pourquoi, en fait, il y a une telle méconnaissance déjà que ces programmes existent et que financièrement il y a vraiment beaucoup d'argent pour aider justement les jeunes à partir. Je pense déjà, moi, il y a un problème que je vois, c'est qu'on n'en parle pas assez tôt. Souvent les gens, ils apprennent qu'on peut partir en mobilité internationale au moment en fait où il faut faire ce choix de partir en mobilité internationale. Et souvent t'es en mode attends, j'ai pas prévu, là, j'ai peut-être des objectifs de vie qui sont pas les mêmes et tout. Moi, ce qui m'a aidé aussi, moi, je pense, dans mon parcours, c'est aussi d'avoir été confronté à cette mobilité internationale tôt. Je te parlais des séjours scolaires juste avant, mais c'est aussi une première manière de se confronter à ça. Et moi, je pense que ça manque dans les établissements scolaires, notamment dès le collège et le lycée, de parler de ces choses-là, de parler du programme Erasmus. Et le truc, c'est aussi que pour moi, la promotion, elle doit se faire par du pair à pair. Et il faudrait qu'aussi il y ait des anciens mobiles qui puissent témoigner de leur expérience, comme je le fais là dans le podcast, mais qui puissent témoigner dans des collèges, dans des lycées, notamment dans des quartiers populaires aussi. Le problème étant, et là c'est un peu la partie critique du programme Erasmus, moi, que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, ça reste encore, malgré les efforts qui ont été faits, un programme assez élitiste. Donc, c'est-à-dire qu'il est élitiste de par la manière dont il est promu. Alors, il est promu principalement à l'université. Il faut déjà rentrer à l'université, du coup, pour
Ouais, pour mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. exactement prendre des témoins et des ambassadeurs entre guillemets hein, de la mobilité pour parler aussi aux élèves, euh, possiblement, si possible, si on parle des quartiers populaires, des élèves qui proviennent de ces quartiers populaires. Parce qu'en fait, le truc qui parle quand on est enfant, quand on est étudiant, quand on est lycéen et collégien, c'est d'avoir quelqu'un qui nous ressemble et à qui on peut s'identifier en fait. Euh, si c'est une personne responsable des relations internationales de l'université, je sais pas quoi, 55 ans, blanc, qui va, c'est un cliché, hein, tu vois, mais qui va dans un quartier populaire et qui parle de ça, bah, peut-être ça va faire moins d'effet que si c'est une personne, je sais pas, qui a grandi à côté et qui parle de son expérience et qui parle aussi des freins qu'elle a eu de base, en fait, elle, tu vois. Ouais, et c'est vrai que bah tu vois, moi ça j'ai fait ça une fois. Bah du coup c'était pour SN France. On m'avait proposé en tant que bénévole d'aller parler dans une université, c'était à Port-de-Clignancourt, et de parler en fait à un groupe d'élèves. Et en fait beaucoup des élèves en fait étaient racisés, beaucoup enfin voilà, ils n'étaient pas très riches, venaient de quartiers populaires, venaient de banlieue parisienne. Et le fait que moi j'arrive et je leur dis bah en fait moi j'avais pas d'argent, je vous ressemble et j'ai pu partir en Erasmus, et c'est possible en fait de le faire. Tu sentais qu'en fait quand je leur parlais ça m'avait un peu marqué, en fait ils étaient vraiment pas au courant que ça existait, et ils étaient déjà à l'université, tu vois. Et Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. C'est même pas tous les gens à l'université qui le savent, en fait. c'est ça. Non, c'est assez problématique. Et de toutes les manières, hein, moi, aujourd'hui, c'est un peu un de mes rôles à ESN, parce que du coup, maintenant, je suis à ESN International, mais un de mes rôles, c'est aussi de faire du plaidoyer, entre guillemets, pour améliorer l'inclusivité du programme Erasmus+, et notamment tous les financements, en fait, qui peuvent être accordés, et la manière dont on informe autour de ces financements pour les jeunes. Parce que du coup, oui, enfin, aujourd'hui, c'est la majorité des gens qui partent en Erasmus, c'est des gens qui peuvent se le permettre et des gens aussi qui proviennent d'un cercle social qui a déjà fait Erasmus, en fait. Ouais, bien sûr. Et moi je le voyais, tu vois, enfin avec tous les amis que j'ai pu me faire lors de mon Erasmus, pour les trois quarts, on n'était clairement pas de la même catégorie sociale, et que tu voyais que bah évidemment bah voilà, on on part pas tous du même point de départ. Non. Et il y a aussi un aspect qui est assez intéressant sur le fait que on est aussi dans un système qui encourage pas forcément que les jeunes sachent que il y a des programmes de mobilité, qu'il y a des aides, et en fait il y a un problème à la base qui est vraiment politique. Ah, totalement. Bon, là-dessus, je vais pas te contredire. Et c'est un problème qui est à moitié assumé aussi hein, par les gens qui font ces politiques. Je sais pas quand est-ce que tu veux parler de l'actualité en ce moment. On va y venir juste après. Ok. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un peu ce truc de reproduction sociale il se reproduit dans la mobilité aussi. On va parler d'actualité du coup. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques semaines. Ouais. En tout cas, on va dire c'est pas encore arrivé, mais Ça se passe en tout cas en ce moment quoi. c'est ça. Il y a une volonté en fait politique aujourd'hui de restreindre les aides au logement aux étudiants extra-communautaires. Ce qui est en fait bah voilà, clairement qui va d'un côté en fait qui veut en fait trier les étudiants qui viennent en France, et qui va précariser aussi énormément de ceux qui sont déjà sur le territoire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ce contexte et de cette actualité, parce que je sais que ESN France a parlé à ce niveau-là et a essayé on va dire de tirer la sonnette d'alarme, comme l'ont fait aussi j'imagine beaucoup de structures. Ouais, pas mal de structures autour du monde étudiant et tout ça. Donc oui, pour refaire un peu le contexte, donc en ce moment, donc il y a les discussions autour du projet de loi de finances à l'Assemblée, et il y a un article de ce projet de loi de finances
qui dit que on veut restreindre donc les aides c'est particulières, personnelles au logement, Ouais, je crois que c'est personnel. les APL en tout Ouais. cas, pour les étudiants extra-communautaires qui ne sont pas boursiers sur critères sociaux. Donc en fait, donc si on l'explique bien, c'est déjà des gens qui n'ont pas de bourse, on leur dit en fait tu peux pas toucher d'APL. Et c'est que pour les extra-communautaires. Enfin, c'est pas pour les... Quand on dit extra-communautaire, juste pour préciser, c'est des gens qui sont en dehors de l'Union européenne. Ouais. Donc, c'est précarisé, en fait, des gens qui sont déjà précarisés. Enfin, et ça va dans un processus qui date pas d'il y a quelques semaines. On avait, alors je sais plus quand c'était, il y a 1 ou 2 ans, 1 an peut-être, tout ce qui est autour de la caution retour des étudiants internationaux qui avait été mise en avant par le gouvernement. Donc c'était quand même une dinguerie. C'était assez fou. Et même si sur le principe, après ils se sont, alors je sais pas s'ils se sont rattrapés ou si ils avaient prévu ça de base, mais ils ont dit ouais mais c'est que 10-20 balles. Oui. En fait le principe même fait que si tu le mets en place, ça laisse la possibilité aux gens et imaginons des gens d'extrême droite par exemple d'augmenter cette caution retour et en fait de rendre le truc encore plus sévère qu'il ne l'est. Donc déjà juste le principe était assez compliqué je trouve démocratiquement parlant. Puis t'as tout ce côté aussi, même les frais d'inscription, ils sont différenciés en fait. C'est moins cher pour les étudiants de l'Union européenne que pour les extra-communautaires. Et ça, c'était une volonté du gouvernement il y a quelques années, d'augmenter de manière assez significative les frais d'inscription pour des étudiants étrangers. Et évidemment, bah, là aussi, en fait, c'était cette volonté de faire le tri entre les étudiants riches et les plus pauvres. Oui, c'est ça. C'est les étudiants internationaux qui sont pas d'Europe. C'est bien s'ils viennent des États-Unis, du Canada, du Japon, de Singapour. Je prends un peu les pays classiques qui sont plutôt riches entre guillemets. Effectivement, c'est moins bien quand ils viennent du Sénégal ou du Pakistan, quoi. Enfin, c'est un peu et en fait, tout ça c'est assez particulier parce que donc déjà il y a ce côté discriminatoire qu'on voit assez fort. Deuxième chose, en fait, c'est contraire à ce que même la France et son gouvernement essayent de promouvoir en termes de politique universitaire, parce que en fait, faut savoir que alors, je crois que c'est en 2022 peut-être qu'il y a eu un plan qui s'est appelé Bienvenue en France. Je sais pas si ça te dit un truc. Je crois pas. En fait, Bienvenue en France, c'est tout simplement un plan d'attractivité universitaire française pour les étudiants à l'international. Donc, il y avait un objectif, je crois, qui était de 500 000 étudiants étrangers par an d'ici 2027, qui est en chemin d'être atteint. Mais en fait, faire toutes ces mesures-là, ça n'aide pas du tout dans la poursuite de cet objectif. D'autant plus aussi que, en fait, il faut aussi se rendre compte d'un truc. Et ça, c'est des discussions qu'il y a eu aussi dans d'autres pays, au Royaume-Uni notamment, quand il y a eu toute la question du Brexit et de la sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus+, parce que nous, on parle en tant que génération qui a pu aller d'une époque qui n'existe plus au Royaume-Uni. On a pu aller au Royaume-Uni en Erasmus et je crois 2 ans ou 3 ans peut-être après, c'était plus possible. C'est ça, parce qu'en plus le Brexit avait déjà été voté à ce moment-là, parce que je crois que c'était en 2016. Fin 2016 le Brexit. L'année d'avant, C'est ça. Et donc en fait les accords étaient encore en cours sur 2-3 ans supplémentaires, et donc on va dire qu'on a eu cette chance de pouvoir partir quand même dans le cadre du programme Erasmus. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Et à l'époque, il y avait des discussions, et à raison, de gens qui disaient, mais en fait, même les étudiants internationaux qui viennent dans un pays, ils ont un impact économique extrêmement fort. Je crois que je regardais hier, avant de venir à cette interview, c'était des chiffres de Campus France. Donc Campus France, c'est une agence française qui s'occupe notamment de la valorisation des études en France pour les étudiants internationaux, qui disait, je crois que l'impact économique net, c'est-à-dire dépenses, recettes moins dépenses, il était de plus d'1 milliard d'euros. Donc en fait, c'est pas une décision, c'est pas des décisions réellement économiques. Enfin, ou alors j'ai du mal à comprendre et il y a une partie de l'équation thématique qui me manque, mais il y a des rapports qui montrent aussi alors, au-delà de l'impact culturel, qui est trop bien, tu vois,
on gagne plus d'argent. Enfin, je veux dire, l'État a plus de recettes avec les étudiants internationaux par la consommation qu'ils peuvent apporter, etc., etc. Donc ouais, on est dans une période un peu compliquée sur tous ces niveaux et comme tu le dis, SN France a fait une tribune, enfin en tout cas un communiqué de presse qu'ils ont sorti il y a quelques semaines pour dénoncer ça, avec pas mal de chiffres aussi, hein, disant que les étudiants internationaux extracommunautaires, c'est déjà aussi ceux qui sont les plus précarisés, c'est ceux qui vont le plus à des distributions alimentaires, c'est ceux qui ont le plus de mal à trouver du logement, enfin voilà, donc on les précarise encore plus par cette mesure. Et hier, il y a eu un rassemblement d'ailleurs à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale pour lutter contre ça. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu une pétition Qui est disponible sur change.org du coup, que dans le communiqué aussi que SN France promeut, il y a aussi le lien vers cette pétition. Et c'est important aussi si jamais c'est des choses j'espère que c'est des choses qui touchent les gens ici, de montrer le désaccord à cette proposition plutôt antidémocratique, quoi. Ouais, complètement. Juste peut-être pour si on revient sur le côté mobilité et diversité des mobilités internationales dont j'ai parlé. En fait, là, j'ai cité énormément de noms qui parlent peut-être pas à tout le monde comme ça. Il faut savoir que SN France a aussi un outil en ligne. Alors, il est aussi physique, on l'a imprimé quelques fois, mais qui s'appelle le passeport de la mobilité internationale. Oui. Et en fait, dans ce passeport de la mobilité internationale, en fait, c'est simple, c'est tout ce que j'ai dit, vous allez le trouver dedans, en fait. Il y a des liens vers des sites internet pour se renseigner sur tel ou tel dispositif. Il y a des dispositifs, on va parler de leur durée, le public qui peut y accéder, les bourses qui sont disponibles pour y accéder. Et en fait, moi, là, je fais de la promotion, je fais un peu de promotion de ma mobilité internationale, et on dit plus sensibilisation maintenant, parce que promotion, c'est un peu envers des gens qui le connaissent déjà. Sensibilisation, c'est plus pour dire, regardez, ça existe, vous êtes aussi bénéficiaire potentiel. Tout ce que j'ai dit là, c'est pas ultra impactant, parce que je suis pas en face de vous, je connais pas la personne qui est en face de moi et qui a peut-être, je sais pas, des choses spéciales qu'elle aime faire, des pays spéciaux spéciaux pardon, où elle aime aller. Donc c'est pas personnalisé en fait. Ce passeport, c'est une porte d'entrée vers un accompagnement plus personnalisé, en se renseignant aussi auprès de structures qui peuvent aider les potentiels étudiants mobiles. Donc c'est pour moi, la ressource, c'est une ressource indispensable, parce que elle remplace tout ce que j'ai pu dire là, qui est en fait si je devais résumer un peu en un mot, c'est Vas-y. ce passeport de la mobilité internationale, parce qu'il est super complet. J'ai aussi participé à sa mise en place, pas sa mise en place, mais à sa mise à jour, qui a été financée par un projet européen en 2022. Je crois. Donc voilà, allez le consulter. Il y a aussi des sites gouvernementaux qui sont très bien faits, qui en parlent de pas mal de ces mobilités. Et puis même, je peux faire ma pub pour Co-Travaux et pour le travail. Fais-toi plaisir. Vas-y. Le travail dans lequel je suis. Les chantiers, c'est des trucs super importants, et je trouve que c'est une mobilité internationale. D'ailleurs, c'est pas que de la mobilité, en fait. Tu peux le faire en France. Et on appelle ça chantier international parce que même en France, tu rencontres l'international, en fait. T'as des gens de pays étrangers qui viennent en France, et l'échange culturel, tu le fais aussi quand t'es en France. Mais ouais, c'est des expériences superbes, parce que au-delà de l'apprentissage de techniques liées au travail manuel que tu vas faire, c'est rencontrer des gens, vivre avec eux, cuisiner avec eux, cuisiner potentiellement des trucs de pays que tu connais pas, échanger, jouer, et en fait c'est des espaces dont on a besoin, je trouve, aujourd'hui, l'ensemble des mobilités internationales, parce qu'on voit aujourd'hui aussi que on n'est pas dans un monde pacifique ou pacifiste, je sais pas quel est le mot, mais je pense que l'un comme l'autre, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et je pense qu'il y a des espaces à retrouver
où les gens peuvent se rassembler, qui sont nécessaires. Et ouais, j'encourage fortement les gens, n'importe quelle mobilité, à le faire parce que c'est bon pour vous, mais c'est bon pour la société de manière générale. Ouais, bah tu t'as un peu répondu à la question que j'allais te poser. On va au-delà de la mobilité. En fait, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes justement qui peut-être ont envie de s'engager ou peut-être n'y ont pas pensé encore Ouais. à s'engager. Déjà, ne pas s'engager, c'est pas grave. Et en fait, non, même d'ailleurs, je vais le prendre d'une autre manière. Je pense que tout le monde s'engage sans même le savoir, en fait. Tu peux t'engager. Déjà, en fait, dans ton foyer, déjà, tu peux avoir de l'engagement. Genre, exemple, aider ta mère à aller faire les courses. Non, c'est tout con, mais c'est aussi une certaine forme d'engagement parce que tu t'aides les autres, en fait. Genre, et tu permets à ta petite société, à ton petit foyer de vivre et de bien fonctionner. Et l'engagement ensuite dans la société de manière plus large, bah en fait c'est un peu la réplication de ce que tu peux faire chez toi, mais avec un impact plus grand. Donc je pense que tout le monde a cette volonté de s'engager. Après, si il y en a qui ont peut-être peur de s'engager, parce que c'est aussi légitime d'avoir peur de s'engager. Moi j'aurais 2 conseils. S'informer déjà, poser des questions à des gens. Il y a même un site aujourd'hui qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr qui recense énormément d'offres. Enfin, c'est pas des offres d'emploi, hein, mais c'est des assos qui postent ça et qui disent bah là on a besoin de bénévoles en fait, pour nous aider à, je sais pas, collecte alimentaire, etc. Enfin il y a énormément d'opportunités d'engagement qui sont disponibles. Donc s'informer sur ces opportunités. Et si même après avoir plein d'infos, discuter avec les gens de l'association, etc., ça vous tente pas, je pense que si on a peur, c'est aussi bien de s'engager avec des gens qu'on aime, tu vois. Ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être son compagnon ou sa compagne, etc. De la même manière où quand on était en Erasmus, nous, je pense que l'appréhension est retombée quand on a vu que en fait, on était tous dans le même sac entre guillemets. Enfin, je veux dire, tout le monde est au même endroit. On n'a pas d'amis là où on est. Bah attends, soyons amis du coup. Et puis même, on se dit ouais, mon anglais il est nul. Bon, j'en vois d'autres à côté de moi. Je fais bon, en fait, mon anglais il est pas si mal. Je ne citerai personne évidemment. Non. Ouais, on va garder anonyme. Mais voilà, de la même manière, entourez-vous des gens qui comptent pour vous, qui ont des valeurs similaires à vous, et l'engagement il sera naturellement, quoi. De très belles paroles. Merci Nathan Merci. d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. N'hésitez pas à nous donner de la force, partager, liker, envoyer ça à vos amis, etc. Peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés par le programme Erasmus et tous les autres programmes de mobilité qui existent. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode.